Ça déroule, là? Les caméras? Le son? Bon, je me présente. Je suis Douglas Scholes, je suis artiste visuel, performance, sculpture qui vit à Montréal. J'étais invité à participer ou présenter pendant le mars de la maîtrise. Alors, je veux remercier Mathieu Lapierre et les autres qui ont peut-être organisé la conférence et vous autres aussi pour venir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être et honneur aussi. Alors, est-ce qu'il y a... Tout le monde ici, c'est des étudiants de la maîtrise ou est-ce qu'il y a des autres personnes de bac? Il y a quelques-unes de bac. Y a-t-il des professeurs ici? Ah oui? Ah, bonjour. Et d'autres? Eh bon. OK. Ils sont en arrière, ils sont... OK. Bon, alors, je commence avec un peu, juste disons, l'encadrement pour cette présentation-là. Je n'aimerais pas nécessairement présenter les œuvres comme chronologiques, c'est plutôt les idées et les images des projets que j'avais faits qui vont aller avec. Alors, ça peut déplacer de temps, ça peut aussi, avec les images, ça va être, je vais expliquer à partir des images qui sont là. Dans ma pratique, qui est déjà comme une vingtaine d'années, j'ai commencé comme artiste, sculpteur, art visuel. Alors, j'ai dans la base de ma pratique vraiment formé par les objets, les choses, très formelles dans le fond. Le moulage, l'assemblage, et j'ai comme I evolved pour inclure des autres matériels qui ont été pas nécessairement des matériels de finition comme pour la sculpture, particulièrement avec la cire d'abeille. Souvent, la cire d'abeille fait partie de ma démarche comme produit qui est comme naturel, organique, ça sent bon, et quelque chose qui est comme éphémère. Alors, de faire quelque chose avec la cire d'abeille, ça veut dire que l'objet, ça reste dans l'éphémère, c'est fragile, c'est friable, et ça change. Et dans la vie d'un objet, il y a toujours des changements. Alors, j'essaie de travailler avec ça sur le trajet d'entretien. Alors, comme personne, homme, qui travaille avec les matériels, j'aime l'idée de retravailler un peu, comme un peu dans la vie, la quotidienne, qu'on fait toujours l'entretien, soit laver les vaisselles, entretenir ou faire réparer des voitures ou une maison ou la rue, ou c'est une infrastructure, c'est municipal, c'est familial. Il y a toujours l'entretien qui fait partie de la vie. Alors, le quotidien est très important pour moi et l'effet de le labeur et le labeur cyclique qui vient avec l'entretien. Il y a aussi cette partie avec l'entretien et le quotidien qui est très pragmatique. Alors, il y a un côté très pragmatique dans l'art, dans mon art, dans la façon que je vois et que je travaille je travaille comme les présentations de projets, la raison pour un projet, comment ça déroule. Alors, il y a comme des paramètres, disons, qui viennent de la pragmatisme, qui est comme, pour moi, une façon de suivre la vie, disons, quotidienne, normale de quelque chose, un objet, une activité. Et avec ces projets comme ça, avec la façon de faire, j'ai aussi commencé à impliquer les autres médiums au fur et à mesure des années, vidéo, son, et avec l'entretien et cette idée de
labeur est cyclique, il y a aussi un aspect de performance pragmatique. Il faut performer l'entretien pour qu'il y ait de l'entretien. Alors moi, je rentre un peu comme un personnage, souvent dans les projets que j'ai appelé The Wanderer, le flâneur, ou bien le rubbish picker, l'éboueur sauvage, qui est comme un monsieur qui est comme ici dans les projets qui anime un peu le projet, whatever that is. Bon, comme ça, comme introduction, je vais continuer avec la présentation de... Alors, une vidéo très courte et très vite, mais ça c'est aussi, ça introduit, ça présente aussi l'idée de l'humour qui est, pour moi, c'est souvent dans mes activités aussi, pragmatisme, humour, entretien et des affaires comme ça qui sont importants pour animer un peu les situations. L'autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'idée de collection. Alors, les choses qui se collectent, qui se trouvent, qui accumulent, souvent dans les environnements, comme ici avec un panier en plastique qui était enterré dans un ancien site d'enfouissement sur le bord de la mer. La mer mange la terre et ça présente, disons, ça révèle des objets, des petites trouvailles qui ont été comme jetés à un moment donné. Et ce sont des objets comme ça qui sont devenus importants aussi dans la nature. Et pour moi, c'est comme des objets qui sont, s'ils ne sont pas là, c'est comme pas naturel. Si on ne voit pas les objets qui sont laissés, qui traînent, les refus, les objets comme ça, c'est comme la nature, disons dans le sens de quelque chose qui n'est pas nécessairement construit, mais qui a une place pour accumuler des objets, des refus. Ça devient non naturel si on n'a pas des objets comme ça, si on ne peut pas voir et trouver des choses un peu dans la terre comme ça. C'est un peu comme l'archéologie, the archaeology of found objects. Je m'intéresse aussi avec les collections, comme ici, c'est un endroit à Barachois, sur la Gaspésie, où le monsieur Adrien Collin a accumulé des objets dans une ancienne école. Ça a débordé l'intérieur, qui est devenu, ça c'est l'ancien gymnase de la petite école, qui est plein. Ici, où est la flèche, ça, c'est une façon de marcher. On marche à travers ce petit trajet, ce petit sentier-là, qui est comme débordé par toutes les choses. Et ça, c'est des choses qui sont comme, en anglais, c'est hoarder. Mais en même temps, pour lui, c'est plutôt comme une collection. Il laisse entrer les gens. Ils peuvent aller regarder, choisir des objets, et c'est comme un commerce. C'est comme un marché aux puces. Un peu dangereux, mais parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de ventilation, et il y a des choses qui peuvent, whatever, ça ne tombe pas, mais c'est pas comme un commerce comme Walmart, comme par exemple. Mais c'est des choses qui viennent de Walmart. Et des choses, après, ils ont été utilisées, qu'on trouve là. Et pour ce projet-là, j'étais comme privilégié d'avoir accès à sa collection
pour faire ma propre collection et ma propre marché au pouce. Et la marché au pouce que j'ai créé, c'est de trouver des objets dans sa collection, de les choisir et de les recouvrir en cire d'abeille pour donner une autre vie à des objets qui ont été, disons, abandonnés. J'avais mentionné à Adrien à un moment donné que des objets ont été il n'y a pas de valeur pour les objets, ils sont dévalorisés et moi je remets une valeur. Il était vraiment vite à me corriger en dire que non, il y a toujours une valeur. Pour n'importe quoi, il y a quelqu'un qui va venir et qui va dépenser, je ne sais pas combien, mais il va dépenser pour acheter un objet, un petit trouvaille. Alors, il y a ce côté-là qui m'intéresse aussi, la valeur, la revalorisation, la valeur des choses qui sont un peu comme ici, c'est le bordel, mais on a aussi le choix de faire, de les revaloriser. Et ça, c'est un peu des exemples ici des objets que j'ai recouverts. J'en ai quelques exemplaires que je vais présenter, que je laisse à vous pour regarder. Alors ça, c'est exactement ça. Je vais peut-être commencer ici. Juste à noter, je vais juste prendre ça. Il y a des petites gouttes ici et ça risque de briser. Ça va. Des choses brisent des fois. C'est juste des gouttes de cire d'abeille. Mais en même temps, peut-être prends soin. Je ne veux pas que tu aies comme trop peur de l'objet non plus. Alors, avec ce projet-là, c'est la chose qui était aussi importante, c'était l'intégration dans la communauté. C'était un projet qui fait partie de la Biennale Barachois, Biennale Institut de Barachois. Et il y avait, j'oublie exactement, 8 artistes qui ont choisi leurs endroits. Moi, j'ai choisi un endroit sur la bord de la route 132 pour faire le marché aux pouces en cire. Ça s'appelait le marché aux pouces en cire. Et il y avait des gens qui venaient pour acheter. Tout était vendu pour 5 pièces, peu importe la grandeur. Mais un petit morceau comme ça ou un grand morceau comme ça, c'est 5 pièces. On a pu prendre, on a amassé, we took in $800, $810. C'est pas pire. On a vendu plus que 160 objets et tout l'argent a été redonné aux écoles. Il y a 2 écoles à Barachois, un français, un anglais, et l'argent a été comme divisé entre les 2 écoles. Alors, c'est comme pour moi aussi, le projet c'était très important d'impliquer cette idée d'argent, de troc, trade, mais dans le sens, on est très familiarisé à faire, tu ne peux pas nécessairement venir me dire, OK, je vais nettoyer ta cuisine, me donne un objet. Mais ce n'était pas possible pour faire un truc comme ça. Mais avec l'argent, on peut faire ça. On est tous familiarisés. We're all familiar with that kind of way of working. Alors, ça a été très important d'avoir cette relation avec la communauté ou avec les gens, parce que ce n'était pas juste les artistes qui venaient acheter des choses, c'était comme les touristes qui passaient. Il y avait une pancarte d'or sur la route 132 qui annonçait le marché aux pouces en cire. Alors, ça a attiré beaucoup de gens. Bon, alors je continue avec cette idée de collection ou des choses qui sont autour. Alors, ici, ça c'est un endroit que j'ai trouvé un site de recyclage de papier. Alors, même le bâtisse ici, ça commence à défaire, à être un peu... Mais il y a des blocs de papier qui sont en train d'être prêts à recycler.
arrière des centres de services avec leur collection de boîtes qui collectionnent des refus, des rebuts, des déchets, des affaires comme ça qui m'ont visé vers une marche que j'avais faite entre Montréal et Québec. C'était une marche qui fait dans un projet Art Truck Stop qui était avec le centre Clark et Œil de Poisson ici à Québec. Et pendant la marche, ça m'a pris 2 semaines. J'ai marché à peu près 25 km chaque jour. Et je dois dire que c'était comme une marche analogue. Ça s'appelait Pedestrian Trace, la trace pédestre. Parce que c'était comme je marchais, mais aussi l'idée de les choses très quotidiennes qu'on peut trouver pendant la marche. Et c'était une marche qui a suivi l'autoroute 20 de Montréal à Québec. Alors, Truck Stop, c'était un projet avec des autres artistes qui présentaient un objet, un projet quelque part entre Montréal et Québec sur le 20. Dans des truck stops ou bien des centres informatiques, touristiques, des affaires comme ça. Mais j'arrêtais de temps en temps pour faire des petites installations, des choses que je trouvais à la marche. Et ça c'est la marche avec les points où j'ai arrêté pour la nuit. Et les distances entre chaque point orange, c'est à peu près 10 km. Et je vais essayer de faire ça, voir si ça marche. Voilà, OK. Ça, c'est comme un... Voilà. OK, ça, c'est un vrai Google Maps que je peux un peu changer là. Et j'ai mis comme ça parce que c'est comme des fois, en marchant, il faut faire des détours. Comme ça, c'est à Mont-Saint-Hilaire. Il y a la rivière ici et il y a un pont par là, mais je n'ai pas le droit de marcher sur le pont. Alors, j'ai marché un autre presque 7 km détour pour aller et continuer le trajet. Et des fois, ça se trouve, je me suis trouvé comme ici dans les champs. Parce qu'il n'y avait pas ici la rue qui suivit le genre sage s'arrêter. Alors, j'ai dû marcher un peu comme ça. Alors, c'était comme... Et j'ai marché, oui. J'ai arrêté où j'ai pu dans les hôtels, les auberges, les Airbnb, mais aussi j'ai campé aussi. J'ai porté une tente avec moi parce que je savais qu'il y avait plusieurs endroits, au moins 3, où j'étais pas capable de... Il n'y avait rien autour, assez proche pour coucher. Wow. Alors, c'était juste pour montrer un peu la façon que j'ai planifié aussi le trajet. Et j'ai pas mal suivi ça. Ici. Ça marchait bien, ça. Oh, I can't find my mouse. Bon, oui. Ouais, 2 questions. En fait, c'est quand ça s'est passé, ce trajet-là? Et est-ce que vous savez que Point Cheval va faire le même trajet cet été? Non, je ne savais pas ça. Okay. Non, c'était fait en 2017. OK. Oui. Alors, 2017, oui. Pour moi, c'était comme une façon de vivre un peu le déplacement, mais vraiment vivre pendant un certain temps, 2 semaines. Mm-hmm. Alors, et aussi de trouver des façons où coucher et même des interactions avec les inconnus, soit les personnes. Il n'y avait pas tant que ça, dans le fond. Parce que dans ma pratique, je fais des marches aussi souvent et souvent, ça arrive que je suis toute seule. Je marche
Comme ici dans la photo, ici, c'est des objets que j'avais créés pour une marche à Grande Bay qui ont été reproduits pour une expo à Sporobol. Et tous ces objets-là sont des containers d'eau, de nourriture à emporter, des affaires comme ça. Et j'ai ramassé les déchets et j'ai laissé les objets en cire d'abeille. Pas un pour un, mais c'était un peu comme des marqueurs, des repères, un peu de trajet que j'avais fait. Mais pendant le trajet, pendant la marche, c'est rare que j'ai des interactions avec des gens. Parce que souvent, je suis sur le bord de la route. Et sur les rues, les gens passent comment? Dans la voiture. Alors, c'est comme souvent quand je me déplace pour aller dans les arrêts, des points de service ou et des fois, si jamais quelqu'un m'a vu, peut-être ils vont être gênés ou ils vont oser de me demander des questions. Mais souvent, je suis assez comme autonome et anonyme. When you walk, you didn't have any like particular clothes or. Pas vraiment. J'ai porté un gilet comme les gilets de sécurité, orange, parce que j'étais au bord de la route. Mais ça, je pourrais être n'importe qui, un homme de la municipalité ou, alors c'est pas. Mais ça, c'est aussi intéressant parce que c'est un projet qui continue quand même et c'est toujours lié avec une organisation. Dans ce cas-là, dans le cas de la marche que j'avais fait à Granby, c'était le 3e impérial, comme par exemple. Mais quand j'ai la chance de parler ou d'interagir avec des gens inconnus à moi, je commence la conversation. Souvent, c'est comme « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? » Ou bien parce que je ramasse le déchet et m'a vu faire ça, c'est comme « Ah, c'est bien, tu fais ça. » Et on peut rentrer dans cette conversation-là qui est un peu environnementale, un peu, mais c'est pas l'art, dans le fond. Je ne parle pas de l'art. Oui, si on est là pour assez de temps, ça va venir... Oh, c'est un projet d'art, je travaille avec ça, je travaille comme ça. Et puis, au lieu de juste commencer avec un « OK, j'annonce ça. Je suis artiste, je fais ça. » Et puis, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont être peur. Ou bien, c'est pas nécessairement qu'ils sont peur, c'est juste qu'ils ne veulent pas nécessairement continuer la conversation. Parce que c'est comme, on sait très bien que dans l'art, c'est intellectuel. Particulièrement s'il y a un gars qui marche et qui ramasse les déchets. Ça, c'est pas l'art. L'art est de la peinture, ou la sculpture, ou le théâtre, ou la danse, ou des affaires comme ça. So, j'essaie de mélanger ça un petit peu, comme vous faisiez aussi, je pense, un peu. Mais je trouve ça très intriguant. Et ça, c'est la partie qui m'intéresse aussi dans la partie pragmatique et quotidien. C'est ça avec les objets, aussi une autre collection faite par moi-même. J'ai aussi, ça c'est un 4e volet d'un projet que j'ai commencé à Dardar en 2005. Ça c'était fait à Montréal aussi, mais en 2000, c'était 2021, je pense. Oui. Alors, c'est dans la première incarnation, c'était 3 tours de briques faites en cire d'abeille, comme ça. Ça, c'est un exemple de ça. Et j'aime qu'il y a des objets que je peux... Et c'est toujours des objets en cire d'abeille, parce que souvent, ça, c'est les restes de mes projets. Dans le sens qu'il y a un objet. Et comme la marche, il y a juste une parole. Alors, j'essaie de parler un peu de cette idée de marche, pas nécessairement en montrant trop d'images, mais de laisser avec les paroles, ça donne comme une image, un imaginaire de ce que j'avais vécu, mais aussi que j'avais fait. Alors, il y a ces objets-là qui sont un peu un exemplaire une unité de ces tours ici qui ont changé. Ça, c'est vraiment un projet
d'entretien. Avec la cire d'abeille, dans ce cas-là, c'était fait exprès en briques parce que ce sont des objets qui viennent de la quotidien. C'est des choses qui sont liées à la construction, à la façade des buildings qu'on connaît très bien et qu'on connaît avec les buildings qui ont besoin d'un certain entretien parce qu'ils tombent, les briques brisent, les fenêtres doivent être changées. Alors, les tours ici représentent un peu les bâtisses, les buildings qu'on passe toujours dans la ville. Et avec le temps, avec la cire d'abeille, le temps est diminué parce que ça change la forme très vite. La chaleur de la soleil peut faire que la cire réchauffe, ça devient tiède, et avec comme il y a, je ne sais pas combien, mais c'est à peu près 6 pieds de hauteur. Chaque brique est à peu près un demi-livre, je veux dire. Si on accumule ça, ça commence à compresser. Avec la chaleur, les uns en bas commencent à compresser et le tour commence à tomber. Poc, ça tombe. C'est très romantique, c'est très beau. Dans le sens, oui. Chaque brique a une densité différente. Je vois qu'il y a des couleurs différentes, puis c'est très léger pour de la cire d'abeille. Oui, mais c'est léger parce que c'est creux. Les briques sont vides et ils sont vides parce que ça prend moins de cire et ça garde plus en évidence cette idée de fragilité, que l'objet peut changer la forme. Ben, tu m'as demandé si c'était à cause de... La densité de la cire? Non, les couleurs, c'est comme celle-là ici. Ça, c'est aussi la cire d'abeille, mais c'est une cire qui est un peu plus usagée. C'est plus sale. Alors, les bruns qui sont là, c'est une cire qui est plus sale que les plus jaunes, les plus oranges. Et aussi avec la cire d'abeille, qui est la cire d'abeille pure, qui vient d'un apiculturiste à Saint-Hyacinthe, un apiculturiste industriel. C'est incroyable le nombre les tonnes de cire qu'ils peuvent produire. Mais les couleurs vont changer. Ça dépend les ruches, ça dépend les abeilles. Et toute la couleur de la cire vient de, disons, le débris qui est accumulé par les abeilles. Soit le pollen, le miel, les œufs, le chier, le merde, les choses qui tirent, tu sais, qui viennent dehors. Et la cire est très collante. Et dans les ruches, les alvéoles sont réutilisées, soit pour le... Alors, accumuler, ça change la couleur. Ça peut devenir, la cire peut devenir, dans les ruches, ça peut devenir presque comme un vert foncé. En anglais, la couleur, c'est khaki. C'est un peu comme la couleur des armées. Tu sais, la couleur c'est un peu... Et ça pue. Ça n'a pas la même odeur. Même ça, il n'y a pas... C'est pas la même odeur qu'on aime, sucrée. Anyway, pour répondre à la question, ça dépend de la cire. Et ici, c'est plutôt... Ils sont à peu près la même quantité de cire chaque brique. À peu près un demi-livre. Oui. Étant donné la réalité de cette matière-là, qui est une matière qui peut être fondue puis refondue, est-ce que ça fait partie de votre processus, en fait, admettons, après avoir un objet en cire, de comme faire « Ah, ben finalement, je les refonds puis on refait une autre production avec ça » Oui. Ou est-ce que c'est toujours, en fait, de la entre guillemets, nouvelle cire? Non. C'est comme... ça, c'est pourquoi il y a la couleur, la différence de couleur aussi. Il y a de la cire ici qui sont d'un ancien projet. Ce n'est pas nécessairement les briques, mais oui, il y a de la cire que j'ai utilisée parce que ça, c'est le 4e volet de ce projet-là qui datait depuis 2005. Alors, j'ai pas mal de cire chez nous, comme dans mon atelier, qui est comme... Ça, c'est la chose que j'aime beaucoup avec la cire aussi, c'est quelque chose qui est renouvelable, dans le sens que ça peut être refondu
et remoulé dans les formes que je choisis. Oui. Est-ce que vous pouvez l'utiliser longtemps? Est-ce qu'il faut que vous mettez un agent de conservation ou ça dure éternellement? Ça dure quand même. Avec le soleil et avec le temps, avec le soleil, ça blanchit. Parce que tous les produits comme des alien products, qui sont impregnated dans la cire, c'est des choses qui sont pas, ils vont changer leur intensité. Alors la couleur, la cire d'abeille, quand c'est fait par les abeilles, c'est fait dans leurs abdomens et ils produisent ça, c'est translucent blanc. C'est avec le temps et avec les imperfections qui sont accumulées dans la cire qui commencent à donner cette couleur que moi j'aime et la plupart des gens aiment aussi avec cette couleur jaune, orange, naturelle. Et l'odeur aussi. Alors, j'ai présenté un peu plusieurs images ici pour donner l'idée de l'effet de changement de forme que finalement le projet a pris, ou les tours ont pris. Et ils ont été toujours entourés par cette clôture de construction, parce que ça fait partie de l'idée de changement, la construction. C'est vraiment un projet qui est comme... C'est le tout. Ce n'est pas nécessairement pour éviter le vandalisme ou le vol, mais oui, c'est pour ça, mais c'est aussi, ça fait partie de l'esthétique de tout. Quand j'ai commencé le projet à Dardar en 2005, c'était en Square Vigée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est downtown, pas loin de l'UQAM. Et c'était un endroit itinérant, un peu oubli, et il y avait de vandalisme. Ils lançaient des bouteilles, ils sautaient les clôtures pour donner un coup de pied, puis ça a vraiment changé la forme. La forme a changé, puis j'ai eu beaucoup de travail. C'était un projet de 6 semaines. Ça, c'était un projet de 6 semaines. Et pendant chaque semaine, quand j'arrivais pour faire de l'entretien, j'enlève les briques qui sont en forme, que je peux réutiliser pour refaire les tours, un tour. Et je mets à côté, comme il y a un petit tas ici qui commence avec des briques qui sont trop brisées. Alors, il y a cette idée de perfection, originale, création, qui diminue et commence à faire un tas de refus, de débris, de brise. Alors, on continue avec cette idée de collection et des objets. Comme les objets que j'ai trouvés, ça c'est tous les objets trouvés sur le bord de la mer. Un ancien site d'enfouissement qui était révélé par l'érosion de l'eau sur la terre. Et les objets sortaient, et c'était plutôt les objets de plastique. Why? Parce qu'on habite maintenant dans l'époque de plastique. Et il y a quelques-uns qui ont été déformés par, peut-être ils ont essayé de brûler le débris. Alors comme celui ici, c'est comme un objet qui est comme tout déformé par probablement une certaine chaleur. Mais il y a des autres choses qu'on connaît très bien, des bouteilles qu'on voit presque tout le temps. Mais ça m'intéresse parce que ce sont des objets très beaux aussi. Il y a cette idée de terrible beauties, les beautés terribles. Ouais, c'était un peu dans ce sens-là ma question. Justement, c'était quoi votre rapport à ces objets-là, en fait? Est-ce que c'est comme un peu comme un... Parce qu'il y a comme le rapport aux déchets revient, mais est-ce que c'est dans un rapport un peu comme de documentaire, dans le sens comme que « Ah, voici les objets que j'ai trouvés dans l'espace X », ou est-ce que c'est comme une espèce comme... Il y a cette méthodologie de travail-là, mais après ça, il y a comme le « Ah, voici les objets que j'ai trouvés qui sont un peu à un état entre le déchet puis l'espèce de
pas de trésor, mais comme quelque chose comme de ah ben ça c'est maintenant ça fait partie de mon inventaire d'objets. Parce que par la volonté de mouler par la suite, ça nomme qu'il y a quelque chose d'intéressant quand même au niveau formel ou Oui, mais c'est comme un peu comme le projet de cire, voyons, le marché aux puces en cire, ou bien cette collection d'Adrien que j'ai trouvée. Ça peut être un site d'enfouissement, mais il y a toujours des objets dans ces endroits-là qui ont une certaine valeur, une certaine esthétique. Et en fait, cette dualité de terrible et beauté en même temps. C'est terrible parce que c'est comme une perte de ressources, un overuse of resources. En même temps, imagine qu'on est dans une société comme ça, qu'on peut jeter les ressources comme ça. On utilise une fois, puis that's it, it's gone. C'est fini. Et c'est un peu comme quand je travaille avec la cire d'abeille. Ces objets ici n'ont été pas moulés. Mais c'est dans la prochaine étape pour ces objets ont été la photographie. Alors, ça devient un objet très esthétique avec les implications terribles. Alors, j'aime ça. Il y a toute cette idée de le sublime dans les objets, le double sens de sublime, quelque chose qui est comme awesome, amazing, fantastic. En même temps, c'est comme peurant, terrible. C'est comme ça représente des objets comme ça. On ne sait pas nécessairement c'est quoi. Moi, je sais que c'est comme un morceau de plastique, comme je t'ai dit, qui était déformé par mais c'est plutôt la forme qui m'intéresse et donner une certaine valeur de cette forme et de penser à ça, de faire une réflexion avec. Alors, ça redevenu le processus dans ma démarche plus formelle avec la photographie. Je sais, est-ce que ça a répondu un peu? Oui. Alors, juste quelques exemplaires des autres objets qui sont... c'est beau, c'est vraiment intéressant. C'est comme des objets que si on regarde sans être enlevés de leur environnemental naturel, si on peut dire ça, ça devient un objet comme... Mathieu m'a parlé un peu tantôt dans son studio, il commence à ramasser des papiers à essuie, qu'il essuie ses mains. Là. Il y a une forme dans ces objets comme ça qu'on trouve très beau, incroyablement beau. Ici, il y a un projet à Moncton où j'ai creusé dans la terre pour faire des tranches un peu comme des fermiers pour faire pousser des plantes, maïs, blé. Mais dans ce cas-là, il y a comme 4 trenches, pas trenches, mais furrows en anglais, où on met comme on met la terre comme ça pour qu'on mette les grains pour pousser les plantes. Mais dans ce cas-là, ce qui est planté, c'est les objets en cire d'abeille. On voit ici au centre, ça c'est mon atelier. Encore une autre action qui a été faite avec la machine pour faire, pas mouler, mais c'est mouler les objets en cire d'abeille. C'est un rotocaster qui était comme... Alors, c'est ferme, industrie et des objets qui sont poussés. Mais dans ce cas-là, c'est des objets, c'est en fait, c'est des déchets qui ont été plantés pour être poussés. L'objet ici, le rotocaster, c'est un objet qui fait tourner un moule. C'est un moule en 2 pièces. On met comme ça, on ouvre, on met de la cire chaude, liquide, ferme. On met dans le rotocaster, dans un cadre comme ça, qui fait tourner le moule comme ça. Alors, cette cadre, il y a des pins qui sont de l'autre part, qui fait tourner comme ça.
Alors, ça veut dire que le moule tourne en 360 degrés en même temps, un peu comme un gyroscope. Et ça fait que l'objet, comme vous voyez, sont des objets creux. Ça, c'est un exemple d'un objet qui a été planté. Et, mais ici, il y a la production. Oui. L'idée d'objet planté, c'est-tu par rapport à toute l'archéologie, des fois, dans le sens, il y a des roches qui ressortent des champs, puis il peut y avoir aussi des objets par rapport au site d'enfouissement. Oui. Puis toute cette archéologie-là qui change aussi par rapport à notre rapport aux objets. Aujourd'hui, on est capable de produire de plus en plus, fait qu'on devient tout un peu, quand on tombe sur des objets comme ça, on devient tout un peu archéologue. Oui, c'est... Ou bien juste, comme j'ai essayé d'expliquer aussi, cette idée de les objets qui viennent de notre culture, de la processus de marché, consumerism, des affaires comme ça, qui se trouvent à pousser dans la terre. C'est un peu comme... c'est pas moi qui a mis les déchets par terre, mais c'est moi qui l'ai vu. C'est pas toi qui as mis, c'est pas toi, mais c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est là quand même. Alors, c'est nous qui, dans le fond, qui ont laissé les objets. Dans ce cas-là, c'est l'archéologie. Qu'est-ce qu'ils vont trouver et qu'est-ce qui est comme un peu le représentant de notre société. C'est des objets qu'on laisse. Il y a un tas, mais c'est vraiment une colline en Rome, qui s'appelait Monte Testaccio. C'est un tas, une colline de, je pense, c'est 300 mètres de hauteur, qui est que des amphores brisées que les Romains ont utilisées pour transporter leur vin, l'huile. Alors, ils ont été toutes faites en argile. Et on sait très bien qu'avec l'archéologie, une des choses qu'on trouve souvent, ou que les archéologues trouvent, pour comme expliquer un peu la civilisation qui est perdue, c'est les traces d'argile, des traces de poterie. Alors, c'est dans le sens, ça, des objets... Oh, je vais juste changer une petite image. Les objets ici sont des objets qui sont... un peu comme ça, des vaisseaux, des containers, mais dans ce cas-là, c'est cire d'abeille, mais c'est des choses qui ont un lien avec les vrais, les bouteilles d'eau qui vont témoigner notre vie. Oui. Dans ce genre de projet-là, est-ce que les objets sont faits pour être abandonnés ou laissés à eux-mêmes, ou est-ce qu'après ça, vous les reprenez puis vous faites... Non, ils sont vraiment pour laisser comme... J'ai laissé comme ça à la fin du projet, ou bien avec la marche où j'ai ramassé les débris et j'ai laissé les objets, ils ont été là. J'ai même essayé de mettre un peu comme une signification, une signalisation, un nom, mon nom sur les objets. But whatever, it doesn't matter. Ça fait rien dans le fond parce que c'est comme... Parce que quand on passe, souvent, on voit l'objet ou la forme, ça a l'air comme le déchet. C'est vraiment difficile de trouver ça et de reconnaître c'est quoi. Alors, pour moi, c'est juste, ça doit s'intégrer un peu dans le quotidien de la vie. Et ce n'est pas nécessaire de les reprendre. Souvent, les objets, ça c'est une problématique si on est engagé avec le marché comme une galerie d'art, de présenter des objets qui sont donnés. It doesn't work for a commercial market. Mais en même temps, j'aime beaucoup cette idée de comme laisser les objets. C'est comme un don, voyons, j'ai perdu le mot, un gift. Un cadeau, voilà. Un cadeau, un repère de quelque chose. Alors, de revenir vers les vraies choses avec un objet qui a été créé comme ça,
revenir trouver une bouteille, c'est comme pour moi, c'est comme de questionner d'où ça vient, qui a bu ça, qui a créé ça, qui est l'industrial designer qui a vraiment créé la bouteille d'eau. Parce que c'est beau. Quand tu vois la bouteille qui circule ici, d'après moi, c'est la forme qui est super intéressante. Mais j'ai éliminé, en changeant le matériau, j'ai éliminé cette côté terrible de Terrible Beauties. J'ai mis Beauties. Puis, ouais, dans ce cas-là, c'était quand même. Dans le rapport à la collection, il y a quoi qui s'opère parce qu'en fait, c'est comme. Il y a ce qui semble être, en fait, au premier abord, comme on collecte un objet. En fait, des objets qui sont des bouteilles, des copes et tout ça. Puis ensuite, dans leur présentation dans l'espace, ils redeviennent une autre forme d'objet collectionnable. Où est-ce que là, c'est comme. C'est plus tant leur nature plastique ou comme de déchets, mais plus leur nature de comme objet en cire qui partagent toute une similitude, en fait, qui les rend comme « Ah, voici une collection d'objets remis dans un espace. » Parce Ouais. que, mettons, je me demande, tu sais, les gens qui voient ça, en fait, ben, tu sais, ça vient la question de « Est-ce que je peux le prendre? Je peux Oui. C'est Ouais. ça, c'est comme j'en prends un ou je prends tout? Je prends un, je prends tout. Est-ce que je respecte? Oui. Et c'est pas juste avec ce projet-là. S'il y a des questions, je vois personne ici. Là. Mais il y a des autres projets aussi que j'ai travaillé un peu dans le même avec des autres objets qui ont été installés. Et c'est rare, comme je t'ai dit, que j'entends le feedback, mais il y avait deux fois qu'il y a des gens qui m'ont approché après en disant que j'ai sauvé l'objet. J'ai ôté de où je l'ai laissé pour que ce n'est pas brisé, ce n'est pas endommagé, ce n'est pas vandalisé, c'est plus respecté. Alors, il y a un respect. Pour moi, c'est parfait. Ça fit exactement dans cette idée de la façon de réagir avec l'environnement. L'environnement même urbain que rural ou naturel. Bon, j'ai parlé un peu de l'amphore. Ça, c'est un exemple où j'avais marché, j'ai ramassé et en ramassant, j'ai laissé ces objets qui ont été coulés en cire d'abeille encore. C'était comme un amphore. J'ai parlé un peu de Monte Testaccio à Rome. Et pour moi, c'était comme le premier vaisseau, what do you call it? Single-use vessel. Voilà. Et un peu les interactions avec les personnes aussi que j'ai pu avoir une conversation. Des fois, ça arrive. Et ça me rentre aussi la relation avec cette idée de sublime et la peinture, le tableau dans le fond de Caspar David Friedrich. Je connais le nom en anglais, je sais qu'il y a en français, mais Wanderer Above the Sea of Fog, qui est considéré comme c'est un peintre romantique. Ça date de 1818. Alors, c'est dans cette époque-là de romanticism. Et lui a été considéré un peu comme, et particulièrement ce tableau ici, un tableau sublime. Est-ce qu'on sait que le monsieur qui est là, qui nous face, son dos c'est face à nous, il regarde, est-ce qu'il est en train de admirer ou est-ce que la nature va lui prendre? La nature, dans cette époque-là, c'était comme quelque chose de sublime aussi parce que c'est terrible, parce que, tu sais, des actes de Dieu peuvent causer des inondations, des affaires comme ça. Ici, il est sur un précipice, il peut tomber. Et en même temps, c'est beau. Et voilà le Wanderer qui rentre dans mes projets propres. Alors, je prends la forme un peu de cette Wanderer qui se déplace. Ici, je suis
devant les balances juste avant le site d'enfouissement pas loin de Terrebonne, avec cette va-et-vient de camions. Moi, j'attends pour me faire peser avant d'aller. J'ai porté un sac de déchets de Joliette, non pas Joliette, Sainte-Thérèse. C'était une autre marche que j'ai marché. C'était une marche de 20 km, quelque chose. Non, 13 km. Alors, et j'ai fini par domper mon sac dans le site d'enfouissement. Mais ça, c'est le Wanderer, le rubbish picker, qui a fait ce projet-là. Un projet sur... ça, c'est juste des exemples aussi de cette idée de Wanderer et les sites, disons, naturels avec des amasses de déchets que j'ai, dans le fond, transformés. Dans ce cas-là, j'ai transformé en piles, en tas de matériaux, plastique avec plastique, bois avec bois, branche avec branche. Alors, j'ai séparé un peu comme dans les centres, les écocentres présentement, on sépare, on fait le tri. Ici, un exemple de juste la immensité des choses par rapport à le corps humain et la taille relationnelle, qui est comme important aussi pour ce monsieur-là de se présenter dans un environnement. Ça donne une certaine taille de personne versus le montant de choses qui sont accumulées, ou dans ce cas-là, c'est trié. Ça, c'est un site d'enfouissement pas loin de Banff, entre Banff et Calgary. Canmore, dans le fond, c'est proche à Canmore. Et j'ai trippé sur l'idée des montagnes, des tas. Il y a des montagnes rocheuses en arrière, il y a cette montagne de matelas et divans que je suis monté dessus. Et encore pour finir, un petit... And that's it, c'est fini. Ça. Je vois rien. Bon. Oui. Et la documentation de vos œuvres, est-ce que la main avant, comme les dernières images à Canmore, ça avait l'air comme plus photographié dans un but plus précis que, par exemple, l'échange des objets de cire avec les déchets? Oui, mais comme avec celle-là en particulier, j'étais accompagné par une photographe qui m'a suivi. Il y a tout un long trajet, alors elle a pris des centaines de photos, mais ça, c'est le seul qui est le plus intéressant. Mais dans le fond, oui, j'utilise, dans ce cas-là, j'ai utilisé, ou j'ai eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui me suit pour prendre des photos. Mais souvent, c'est moi qui prends la photo. Comme les autres, ici, ça, c'est une prise de vidéo. Il y avait quelqu'un qui m'a suivi en faisant la vidéo. Ici, c'est moi qui ai pris la photo. Trépied, clic, 10 seconds, cours, monter sur le tas, prendre photo, descendre. Alors, ça dépend les projets, ça dépend le sport que j'ai autour de moi. Mais le désir de documenter l'œuvre est constant dans tout? Oui, mais comme avec la marche entre Montréal et Québec, c'était presque pas documenté.
j'ai porté une caméra analogue, 35 mm. J'ai pris des photos, mais il n'y a pas des photos comme, tu sais, qu'on a accès avec nos appareils comme ça maintenant, qui est partout. Même j'ai évité, j'ai pas voulu mettre des photos sur Facebook ou Instagram pendant cette période-là. J'ai voulu plutôt essayer, I don't know if it was a good idea, mais j'ai voulu vraiment faire quelque chose qui peut rester dans l'imaginaire. Quand je parle du projet et je commence à expliquer, même si I have an elevator talk, 15 seconds, puis je commence ici, je fais ça, j'arrête là. Il y a toujours, avec ça, il y a une façon d'imaginer moi ou une personne qui marche, particulièrement les gens qui connaissent le vin, mais même pas nécessairement ça. Et juste le fait de marcher cette distance-là, pour moi, c'était plutôt intéressant de garder ça dans l'imaginaire, même si c'était vraiment réel. J'ai eu des ampoules et j'ai vécu des choses qui ont été comme vraiment, mais c'était pas tragique, c'était pas dangereux, mais c'était très physique en même temps. Alors, de prendre des photos, dans ce cas-là, c'est comme un peu diminuer un peu ce processus-là. Quand même, les photos, les vidéos et les façons de faire la documentation est important. Et je ne veux pas nécessairement rentrer dans mes projets. Je ne veux pas que, comme ici, ça c'est une œuvre, d'après moi. Ce n'est pas juste la documentation. Mais ça, c'est un peu le fine line entre documentation d'une performance, disons, ou une activité, et une œuvre photographique. Alors, ça c'est pourquoi avec la marche, comme par exemple, j'ai voulu rester dans l'imaginaire. Parce que pour documenter, ouais, it's good, c'est bon, mais en même temps, c'est pas tout à fait nécessaire. J'ai des autres projets, des autres choses qui vont être documentées, comme par exemple. Oui? Puis, ce qui était récupéré sur le long de la vanne, vous le ramassiez, puis après ça, vous l'ameniez tu sais, vous en débarrassiez vous-même, c'est ça? Mais dans ce cas-là, je n'ai pas ramassé. OK, mais dans les autres, oui. Il y avait des autres projets où j'ai ramassé les déchets et j'ai trouvé, au fur et à mesure, pendant le trajet, les endroits où je peux déposer. Soit dans les bacs de recyclage ou des poubelles. Dans le cas de ici, ça c'était l'idée, c'était de ramasser les déchets à Sainte-Thérèse, nettoyer Sainte-Thérèse et transporter les déchets au site d'enfouissement. Alors, j'ai porté ça pendant la journée c'était plutôt l'idée de ce déplacement de déchets. Normalement, les déchets sont ils sont ramassés, ils sont mis dans un sac de plastique sur le trottoir, pouf, ça disparaît. Non, mais c'est ça, j'étais seulement curieuse par rapport à dans quel cas vous substituez l'objet trouvé par son moule, dans le fond. Ah. Qu'est-ce l'implication de ça? Ah, mais c'était pour donner cette idée d'un repère, un témoignage un peu de ce trajet ou cette activité. Dans ce cas-là, c'était vraiment faire un lien avec le changement qui a été fait pendant le trajet, qui apparaît pas nécessairement. Comme c'est vraiment difficile de voir qu'il y a des déchets qui ont été ramassés. C'est pas plus net nécessairement, c'est pas plus propre. Mais avec les objets qui ont été laissés, c'est comme un acte de don, un acte de témoignage. Et si jamais c'est trouvé, it's all the better. C'est bien comme ça, mais c'est pas nécessairement expliqué non plus. Mais ça dépend du projet, parce qu'il y a dans le projet où j'ai laissé des choses, ça c'était la raison pour avoir des déchets. Des déchets en cire d'abeille ont devenu des objets aussi à présenter dans des salles d'exposition, dans les galeries. Alors, c'est comme des objets réutilisables, un peu comme la cire dans ce sens-là. Vous avez parlé
la relation à l'argent, puis ensuite la capitalisation de certaines œuvres. Comment vous positionnez votre pratique par rapport à tout ça? OK. C'est pas facile. Je veux dire, personnellement, moi, depuis 20 ans, je travaille pour une galerie d'art à Montréal. Et maintenant, je travaille temps partiel, 2 jours la semaine. Mais je connais très bien le marché d'art. Et j'étais un peu peur de ça, parce que c'est une machine. Tu produis, je peux produire des tasses, des ordinateurs. Ouais, je ne peux pas faire ça, mais dans le sens qu'il y a des objets qui sont produits pour le marché. Et l'art est comme ça aussi. Les objets d'art font partie d'un marché. Chaque galerie commerciale est une galerie qui est là pour les affaires, gagner leur vie, payer le loyer. Alors, c'est comme leur façon de... Alors, c'est un peu mélangeant. J'ai parlé un peu de la difficulté d'avoir des objets qui sont, disons, vendables. Je travaille dans le cas de moulage. Une autre raison pour le moulage, c'est que c'est des multiples. Des multiples sont des affaires comme ça, c'est toutes des multiples. Alors, ça vient d'une certaine forme de moulage pour produire, pour vendre, pour faire le commerce avec le marché. Alors, c'est vraiment, j'ai trouvé ça très difficile. Mais, récemment, dans les dernières 3 ans, je pense, j'ai fait partie d'une galerie d'art comme artiste dans le marché. Une galerie jeune qui pousse les objets. La plupart sont des gens qui ont certaines moyennes aussi. Alors, c'est une évolution d'idées. C'est aussi une validation de pratique, une démarche qui peut être studio au lieu de projet. Alors, ça change un peu la façon que je travaille. La raison que je suis ici, c'est, oui, peut-être c'est la démarche ou ma pratique, mais ce que Mathieu a contacté la galerie qui me représente à Montréal, c'était pas comme à part de mon site web ou je ne sais pas quoi. Il y a des autres façons, ou bien peut-être des professeurs ici qui me connaissent. Mais à contacter, peut-être c'était indiqué par les professeurs, je ne sais pas, mais c'était à partir de la galerie où je suis représenté, qui s'appelait Robertson Erez Gallery, à Montréal. Et c'est eux qui m'ont donné le contact de Mathieu. Alors, mais en même temps, c'est comme une relation un peu comme, OK, what am I doing? Je travaille depuis très longtemps avec des objets qui sont des objets, disons, invisibles, des objets qui sont éphémères, et purposefully, I did that on purpose, parce que je ne veux pas nécessairement accumuler des objets dans mon studio, qui souvent est le cas, soit peinture, soit sculpture. Qu'est-ce que tu fais avec après? Est-ce que tu vas les démolir? Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec la cire d'abeille qui, à la fin, je garde les moules, mais je détruis les objets qui ont été moulés, détruits. Je brise les objets pour que je puisse utiliser le matériau pour un autre. Alors, c'est comme cette idée de recycler un peu, non juste l'idée, mais aussi les produits. Et ça, c'est difficile pour un marché, parce qu'il faut avoir des objets qui durent. Et dans l'art, c'est des objets culturels, mais peut-être pas dans mon cas, avec la galerie avec qui je travaille, mais il y en a beaucoup qui aussi travaillent avec le milieu culturel dans la société, les musées, les galeries qui collectionnent. Alors, dans ce cas-là, c'est des objets qui doivent sûrement garder leur forme et leur valeur et leurs idées avec un objet qui déforme, qui ne change pas. So, c'est une longue réponse à quelque chose parce que c'est pas facile. C'est pas que c'est pas facile, c'est juste que c'est compliqué. Ça vient
des façades, des autres façons de voir ça. But I am happy. It's a great way to go pour commencer, tu sais, aller travailler d'une autre façon avec une galerie commerciale. Merci à vous.